Écoutez, c'est parfait. On attaque. Je vois que Manon est là. Du coup, Manon, est-ce que tu peux activer ton micro, nous parler du coup d'un projet d'investissement que tu es en train de faire. Donc, Manon, toi, ça fait presque un an maintenant que du coup, tu avais rejoint la formation. Et là, tu es en phase de. Tu as trouvé une maison que tu vas nous présenter. Le prix, la rentabilité, la localité. Enfin, tu peux partager ce que tu veux, ce que tu te sens à l'aise. Le projet, pourquoi, comment, les difficultés. Puis après, peut-être répondre aux questions, les démarches administratives. Le but, voilà, c'est de comprendre un petit peu ce que tu es en train de faire et comment tu es arrivé à faire ça, par quoi tu es passé, les moments difficiles, parce que ça a été compliqué pour trouver, le financement, les travaux. Est-ce que Donc, tu peux nous partager des documents? je t'avais envoyé du coup les Ouais. documents, Tu veux que je les partage moi? peu importe. Si tu Prends les les as pages. là sous la main, ouais. T'as acheté où? En Bretagne, dans les Côtes-d'Armor, à Saint-Brieuc, s'il y a des Bretons, À combien de temps de chez toi? c'est à 1 heure. C'est à 1 heure. J'avais ciblé 3 villes. Le maximum, c'était 1 heure et demie. Et c'est sur Saint-Brieuc, du coup, que j'ai trouvé. J'ai plus concentré mes efforts sur cette ville-là. D'accord. Et du coup, la ville, tu l'as choisie comment? Par rapport à quoi? Pourquoi? Alors, la ville, j'ai choisi par rapport au prix du marché. Comme tu le lis dans la formation, donc j'avais ciblé 3 villes avec des prix au mètre carré à moins de 1 500 euros. Et Saint-Brieuc on est à 1 200 euros à peu près du mètre carré. Donc, pas dans les travaux. Euh, Cette ville-là aussi parce que il y a les étudiants, il y a quand même des touristes, on est proche de la mer et il y a tout un bassin d'emploi. Et c'est une ville qui n'a pas trop bonne réputation. Encore aujourd'hui, il y a un peu encore des clichés sur cette ville-là, mais il y a des programmes justement pour redynamiser la ville. Euh, Ils attendent des étudiants, enfin beaucoup d'étudiants d'ici 5 ans. Ils vont doubler normalement le nombre d'étudiants. Donc voilà, c'est une ville qui pour moi va se redynamiser. J'en ai D'accord. discuté aussi avec des investisseurs, des agents immobiliers et tout. Donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, tu n'es pas dans une grande ville, c'est pas connu, mais tu as vérifié qu'il y avait de la tension locative, que la ville était en croissance, qu'elle allait prendre de la valeur, qu'elle était bien entretenue. Là, tu coches toutes ces cases-là. C'est quoi le projet derrière? Donc, tu peux faire de la courte durée ou pas à la base? Oui, à la base, je me suis dit en longue durée, je voulais pas tout miser sur la courte durée pour pas trop prendre de risques. J'ai un peu un profil où je veux pas trop prendre de risques. Donc, je m'étais dit, la courte durée, ça va vraiment être la cerise sur le gâteau. Et cette ville-là le permet. Après, j'ai discuté avec des investisseurs. Lui me disait que sur son immeuble, il mettait un appartement à l'année en courte durée. Donc, c'est réalisable. Mais pour moi, ça sera vraiment la cerise sur le gâteau. J'essaierai d'en mettre un ou deux en courte durée, quoi. Oui. Voilà. Ça c'est à mon sens ce qu'il y a de plus sécurisable parce qu'au moins tu es déjà, on va le voir, rentable et très rentable en location longue durée. Et derrière, comme tu dis, la courte durée, c'est la cerise sur le gâteau. Mais ce C'est qui fait ça. que si jamais il y a un confinement, Steven, il a dit qu'on pouvait faire de la courte durée pendant le confinement, donc je ne vais pas dire ça. Mais si jamais tu changes d'avis, que tu ne veux plus faire de LCD, tu seras toujours rentable en courte durée. C'est ça C'est ça. la beauté de la chose. Et puis, il y a tout le bassin de l'emploi. Donc, je verrai. Honnêtement, pour l'instant, je suis plus dans la partie financement, travaux, etc. Après, je vais vraiment creuser l'étude de marché sur la courte durée. Mais euh, moi, j'hésiterai pas à aller voir des écoles, à essayer de faire des partenariats ou les hôpitaux, parce qu'il y a des grands hôpitaux aussi à côté. Je sais que ça peut se louer à des médecins qui viennent en remplacement. Alors, pas forcément en courte durée, mais ça peut être en moyenne durée aussi. Donc, voilà, il y a plusieurs axes que je vais creuser. Mais pour l'instant, j'ai voulu sécuriser en me disant meubler longue durée à l'année, quoi.
Donc là, tu as trouvé la ville. Aujourd'hui, du coup, tu as signé le compromis et tu as eu, plusieurs offres de prêt, entre guillemets, et tu es en train de choisir. Comment ça s'est passé la recherche? Alors, du coup, tu cherchais quoi, sur quels critères et comment ça s'est passé? Alors, déjà, pour reprendre, j'ai commencé la formation en avril. Moi, je n'y connaissais rien du tout. Bon, j'avais quelques amis agents immobiliers, mais sur l'investissement, j'y connaissais rien. Déjà, j'ai passé 1 mois à chercher la bonne formation. Puis, j'avais fait une conférence, du coup, avec toi, Julien. Et donc, du coup, vu que je connaissais rien, c'est vrai que j'ai passé, parce que la formation est très complète, déjà toute la partie théorie à absorber, on va dire. Absorber, donc la recherche, elle a duré, parce que les premières visites, quand j'ai commencé les premières visites en sortie de confinement en juin-juillet, honnêtement, j'allais à mes premières visites, je, en- vraiment, je connaissais rien, quoi. Je regardais, mais je faisais style de connaître, mais voilà, c'était assez compliqué. Et du coup, les coachings communs m'ont beaucoup aidé, hein, notamment montrer les plans, etc. Tu te rappelles, au début, je montrais des plans et en fait, il y avait des choses évidentes où tu me disais, mais attends, mais là, il n'y a pas de fenêtre, etc. Enfin, voilà. Mais c'est pour vous expliquer un petit peu par quoi on passe et du coup, c'est normal, en fait, au début on a l'impression de perdre du temps, mais c'est normal, il faut passer par là. Donc, c'est vrai que la recherche, elle a été assez longue, on va dire. J'ai vraiment mis les bouchées doubles après l'été en septembre, où je me suis dit, pour moi, fallait vraiment que je trouve. Et puis, j'ai fait, les visites, je n'ai pas compté, mais j'en ai fait beaucoup quand même. Et au fur et à mesure des visites, on affine son œil. Voilà, on passe moins de temps à calculer la rentabilité. Au début, je prenais 1 heure à calculer. Voilà. Après, on passe beaucoup moins de temps. Et puis, moi, j'ai trouvé ce bien-là par réseau. Parce que j'avais contacté en septembre, j'avais une connaissance qui m'avait dit, il y a un réseau d'investisseurs par chez nous, du côté de Rennes, où on se retrouve toutes les semaines, toutes les 15 jours, à des dîners. Et du coup, j'avais été à un dîner. Voilà. Et puis, au bout de 2 mois après, donc je continuais mes recherches, j'avais mes alertes sur le Bon Coin. Donc, tous les matins, j'avais un peu une routine. En prenant mon petit-déj, je triais mes alertes sur le Bon Coin pour prendre les rendez-vous pour les visites. Et puis, un des investisseurs m'avait envoyé un message, c'était 1 mois et demi après, 2 mois, comme quoi il sortait du compromis d'une maison, puisqu'il avait 2 biens en cours, un immeuble déjà à diviser et une maison à diviser, et que la banque ne voulait pas lui financer les deux. Donc il me dit, écoute, elle n'est pas encore remise sur le marché. Si ça t'intéresse, je te donne le contact de l'agent immobilier. Donc, du coup, j'ai tout de suite été la visiter. Donc lui, en fait, dans ses calculs, il avait pris un architecte, etc. Donc il était quasiment au coût total à 400 000 euros. Donc première chose, je me dis, non, c'est pas du tout rentable. J'arrivais à 100 ou 200 euros de cash flow, quoi. Donc c'était En location longue durée, meublée. Ouais, c'est ça. C'est ça, en calculant, nous, parce que c'est vrai que peut-être que lui, il avait calculé juste l'assurance P&O et puis la taxe foncière, quoi, que nous, on prévoit plus des choses, ce qui est très bien. Et puis, en fait, en revoyant les plans, en rediscutant, lui avait prévu de faire 6 lots. Donc, c'est une maison qui n'est pas du tout divisée, hein. C'est une maison traditionnelle sur 2 étages, avec des dalles béton. Donc, ça, c'était vraiment un gros plus aussi. Et lui avait prévu 6 lots. Et moi, je me suis dit, pour réduire le coût des travaux, je vais faire 5 lots. Et les 2 T2 qu'il avait prévus au premier, je veux dire, je vais en faire un seul T4 que je mettrai en colocation. Il y a le marché pour, puisqu'il y a les étudiants. Donc déjà, ça m'a fait baisser le coût des travaux. Donc après, j'ai fait une offre. L'offre que lui avait réussi à avoir. Il ne voulait pas aller en dessous du tout, les vendeurs. L'offre a été acceptée et puis ensuite, tout ce qui s'ensuit, je vais passer les artisans. Alors, il faut savoir que je connaissais personne sur place, donc j'ai
J'ai vraiment avancé. En fait, à chaque fois, j'avance étape par étape, un peu, pas dans le flou, mais c'est tout nouveau, quoi. C'est tout nouveau. Et du coup, les artisans, donc j'ai trouvé aussi une entreprise. Voilà. Et on a affiné les devis. Et finalement, en fait, on crée le bien rentable, quoi. Là, on crée de toutes pièces pour le coup, parce que. Bah, ouais, du coup, Mm. tu dis que tu connais rien. Ok, comme quand on débute tous, Mm. après, n'empêche, déjà, tu as fait le job. Tu as fait les visites, tu as suivi la méthode alerte, la méthode réseautage, la méthode pour faire les visites, pour te projeter lorsque tu fais du coup, les plans, lorsque tu fais la négociation, et tu as repensé différemment par rapport à notre investisseur, tu as fait baisser le coût, tu as du coup même augmenté la rentabilité par rapport à ce que lui, il avait. Mm. Euh, et ça, c'est clairement des compétences que tu as acquises et qui te serviront à vie. Oui, bien sûr, Donc, bien sûr. Heureusement qu'il y a la formation et bah, le rendez-vous hebdomadaire tous les lundis, quoi. Ça m'a vraiment soutenue, quoi. Même oui, si Julien ne fait pas le travail à notre place, pour rien que de pouvoir en discuter, etc., ça soutient, quoi. ouais, bah, donc, on fait l'offre, on fait le prix. Je me rappelle, on a discuté longuement sur la négociation. Est-ce qu'on fait plus bas, pas plus bas, etc. Mm, Bon, on décide, on part à ce prix, 137, plus les frais d'agence, plus les frais d'immobilier. Donc, les travaux, du coup, là, on fait nos estimations à distance, plus la division, plus les places de parking, Nedis, etc. Tout total, 334. Alors que l'autre, il était, avec architecte, tu disais, à 400 000. ouais, quasiment. Bon, il avait pris une grosse marge de manœuvre aussi. Enfin, il a dû prendre plus 10% au niveau des travaux. Moi, Ouais, mais nous, je suis juste, hein. ouais, mais enfin, aujourd'hui, Enfin, à l'époque, là, on avait mis les bonnes provisions pour que aujourd'hui tu te retrouves à la réalité. alors, j'avais un peu sous-estimé quand même le prix des travaux, du fait que ben on rajoute pas un appartement. Là, on divise tout, on crée tout. Donc, j'avais un peu sous-estimé ça. Et puis, ben, après, donc, on va en parler après, la partie, on va dire, administrative mairie, qui me demande des places de parking. Du coup, ben, c'est pareil, vu que je connaissais pas trop. Ben, j'avais pas pris en compte qu'il fallait décaisser énormément de terre pour faire mes places de parking, etc. Donc, bon, ça coûte un petit peu plus cher que prévu, mais ça reste rentable. Ça reste carrément rentable. Donc, Du coup, ouais, démarche. Alors, tu refais l'offre. L'offre est acceptée. On refait nos mm, calculs. Après, qu'est-ce que tu as fait? Donc, ouais, une fois que l'offre a été acceptée, le calcul alors, donne le cash flow. C'est ça? 600 euros, ouais, 600 euros de cash flow net en longue durée. Ouais, on voit tout ça par rapport au budget de travaux. Toi, qu'est-ce que tu fais ensuite? bah, quand l'offre a été acceptée, directement, j'ai pris rendez-vous avec les artisans. Je suis allée sur place pour affiner, bah, pour avoir des devis, hein, parce que c'est que des hypothèses. Donc, partie avec les artisans et toute la partie mairie. Voilà, savoir si c'était possible de diviser dans la ville, s'il fallait un permis de diviser. Euh, Par rapport au PLU, savoir si on était dans une zone classée. Euh, je vais aménager les combles, donc il y avait toute une question aussi relative aux combles, à la nécessité, enfin, pour faire des Velux, donc quelle était la demande qu'il fallait faire et vérifier aussi, oui, ça a pris du temps avant que je signe le compromis parce que la maison fait partie d'un lotissement. Il manquait des documents en fait voilà, pour vérifier des points. Ok. Donc, tout ça, au final, se vérifie. On arrive au compromis. Tu signes le compromis. Entre-temps, tu as eu t'as fait passer combien d'entreprises d'artisans? Moi, j'ai fait passer 3 entreprises. Tout corps d'État, les trois? Alors, la première fois que je suis allée, j'ai fait passer un maître d'œuvre. Non, j'ai fait passer l'entreprise tout corps d'État avec laquelle je travaille.
Donc, pour vous donner une idée, ils sont arrivés à 10 heures, ils sont repartis à midi. Donc, ils sont restés 2 heures. Ils ont pris toutes les mesures. Ils m'ont direct dit qu'eux pouvaient gérer aussi la partie mobilier. C'est lui qui m'a sorti lui-même que fallait qu'on crée le coup de cœur. Donc voilà, je sentais qu'il était vraiment dedans. Puis j'avais déjà vu des appartements qu'il avait rénovés, donc je voyais le rendu. Et puis ensuite est arrivé le maître d'œuvre qui est arrivé clairement les mains dans les poches. Il est resté 30 minutes. Donc moi, c'était clair et net que voilà, c'était mort. Là, du coup, Et tu avais puis, déjà fait t'avais déjà ton idée, en fait. Tu avais déjà fait les plans à la ouais. main, du coup, comme je te le recommande. Mais le maître d'œuvre, tu lui as dit, voilà, je veux ça, est-ce que c'est possible? Mm, À combien? Sur quel coût? Dans quel délai? Sous quelles contraintes? c'est ça. C'est ça. Et puis j'avais fait passer une troisième entreprise 2 semaines après parce que la première entreprise avec qui je vais travailler m'a fait un retour et on explosait un peu le budget. Donc j'avais fait passer une troisième entreprise tout corps d'État. Et finalement, entre les deux, la première, on a réussi voilà, à se rapprocher du budget. On a fait des modifications. On a affiné, en fait, tout simplement. Et la troisième entreprise qui est passée ne m'a jamais fait de retour et j'ai jamais relancé parce que j'ai envie de travailler avec la première et j'ai confiance, je suis mon intuition sur ça et voilà. Parce que ça demande beaucoup de boulot hein, d'être au téléphone, de rappeler ci et ça, on n'a pas vu ce point-là. Donc faire ça avec 3 entreprises, c'est costaud. C'est sûr. À partir du moment où il en faut juste un, en fait, hein, il faut juste une C'est ça. entreprise sérieuse. Et Mm. à partir du moment où le gars, tu lui donnes les plans, ce que tu veux, il n'a pas trop à réfléchir au truc, il peut juste regarder si c'est réalisable ou pas. Et en plus, il te propose les meubles et tout, c'est qu'il connaît euh, le rendu attendu, en fait. Donc, ça aide Ouais. énormément. Du coup, on arrive avec un coût total de 330 000. Alors, ce qui est, c'est que là, en fait, ça, c'est adapté par rapport à toi, à ton budget, parce que du coup, tu achètes seul, c'est ça? Oui. Tu achètes seul par rapport à ton salaire. Donc, tu es parti sur un budget qui était réaliste. Et ça, c'est vraiment une recommandation, c'est que si il faut la base, c'est ça, c'est un, la fiscalité, deux, le budget, parce que le budget, il dépend de la surface, et en fonction de la surface qu'on a, on ne va pas acheter la même chose. Donc, tout ça pour dire qu'il faut, voilà, là, on a 178 mètres carrés. Alors, le but, c'est de partir sur des projets qui soient adaptables et finançables selon votre situation. Ça aurait pu être 100 mètres carrés. Dans 100 mètres carrés, on peut mettre 2, 3 lots. Ça peut être 150 mètres carrés, ça peut être 300 mètres carrés. Si vous êtes plusieurs en SCI, le but, c'est d'adapter pour avoir le financement. Ça, c'est la clé parce que sinon, on fait tout ça et au final, si le financement ne passe pas, c'est que le budget, à la base, il a mal été dimensionné. Est-ce que toi, pourquoi tu es parti sur cette stratégie-là plutôt qu'une autre? Sur la stratégie d'immeuble, Ouais, de te créer ton immeuble et de faire ta petite coloc, de faire la cerise sur le gâteau avec la LCD. déjà de créer l'immeuble, c'est parce que ça faisait quand même quelques mois que je cherchais et que je trouvais pas j'avais pas trouvé le bien rentable en immeuble déjà divisé. Après, ça existe, hein, mais voilà, j'avais pas trouvé. Alors peut-être que j'ai pas, comme je vous ai dit, hein, au début, j'avais pas l'œil, je mettais du temps, donc j'avais pas le même œil qu'aujourd'hui, donc peut-être que j'ai loupé aussi des choses. Donc voilà, je me suis positionnée sur ce bien. Après, pourquoi diversifier? Comme je l'ai dit aussi au début, c'est-à-dire que le rez-de-chaussée, je vais le mettre en longue durée. Le premier, une coloc, parce que sur un T4, je vais louer 3 chambres à 300 euros, donc ça va coûter 900 euros. Et si je le loue en appartement seul, je vais le louer au maximum 600 euros sur cette ville-là, en tout cas. Et dans les combles, comme j'ai dit tout à l'heure, ça sera le Airbnb, la cerise sur le gâteau, quoi, pour aller exploser, on va dire, les bénéfices, quoi. Donc, ouais, donc là, 2005 de loyer, tu as 900 de la coloc.
Donc, les combles, c'est un T2, on va dire en longue durée. Les combles, c'est 2 studios et vu qu'il y a une superbe hauteur sous plafond, on va faire un espace nuit en mezzanine. Combien tu les louerais, les T2? Enfin, les studios? Alors, le studio Mezzanine. des combles, 400. Le studio, 400, donc ça fait 800, plus 800 900, plus 900. et le rez-de-chaussée? Et le rez-de-chaussée, bon là j'ai mis 450, mais le T2, vu que je vais mettre du jardin avec, 480. Et le studio du bas, vu qu'il n'y aura pas d'espace nuit, un petit peu moins, 380. Donc, on arrive facilement à 2006 en longue durée. Pour une mensualité, du coup, là, tu as des offres de prêt qu'on peut. Là, j'ai une offre de prêt sur 25 ans. Enfin, j'ai pas l'offre, mais j'ai la simulation avec un accord de la garantie de cautionnement. On a 1340 en mensualité. Ok, donc là, on avait prévu 1400. Du coup, c'est accordé parce que tu as déjà plusieurs simulations. Il manque juste l'édition, mais tu as déjà l'accord de la caution, etc. Donc, 2006 moins les 1400, ça te laisse, plus les charges, pardon, ça te fait 900 euros, 1000 euros de cash flow avant de déduire les charges. Une fois que tu as déduit les charges, ça te fait 600 euros de cash flow en location longue durée. Ouais, un peu plus du coup, parce que là, on avait mis 1400 en mensualité, mais je descends à 1340, quoi. Bon, 700, quoi, en gros. 700 en longue durée pour 334 000 euros investis. Hmm. Sachant que la courte durée, à la Bah place là, de, si j'en fais tourner 2 en courte durée, tu doubles, hmm, au minimum, tu doubles le cash flow, quoi. hmm. Au minimum. Voilà, donc ça, c'est quoi la plus grosse difficulté pour toi? Le financement, les travaux, le fait de le trouver? La plus grosse difficulté, je pense que ça a été de trouver. Parce que, à partir du moment où j'ai trouvé, j'avais quand même un poids qui s'est libéré et même s'il y avait d'autres peurs, voilà, le fait de pas connaître, de choisir quelle entreprise, voilà, de connaître personne sur place et cetera. Bon, voilà, mais au moins on a trouvé et on travaille à partir de quelque chose de concret, quoi, après c'est moi qui me mettais peut-être la pression de pas trouver, voilà, mais je pense que la plus grosse difficulté, ça a été de trouver. Alors après, c'est sûr que c'est pas facile, c'est plus facile d'acheter un appartement qu'on met dans une Ah bah colocation, oui, quoi, clairement. clairement. Euh, Néanmoins, ça se fait partout en France, parce que pourquoi partout en France? Parce que tu as un prix moyen de 1200 euros du mètre carré avant travaux. Une fois qu'on fait les travaux, on est au-dessous des 2000 euros. Et donc, quand on est à 2000 euros, par rapport au loyer applicable en province, eh ben, mathématiquement, on est rentable quand ça coûte moins de 2000 euros qu'on est neuf. Du coup, des apparts trophées à neuf. On arrive à les louer à des loyers provinciaux 350, 450, 550 en fonction de la surface, de manière très rentable en location longue durée, parce qu'il y a de la surface. Ouais, je vais pas interrompre, mais maintenant dans ton tableau, tu ne prévois pas de frais d'agence ou de conciergerie Non, 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 j'ai prévu juste 500 euros parce que là, en fait, c'est des hypothèses avec la longue durée. Donc, je ferai les baux moi-même pour commencer. D'accord. Après, s'il y a de la courte durée, là, oui, je vais refaire un autre tableau plus approfondi de rentabilité courte durée, quoi. Mais honnêtement, je n'ai pas creusé encore le sujet de la courte durée sur le projet, quoi. Chaque chose en son temps. De toute Ouais, c'est façon, ça. après, déléguer la courte durée, il y a plusieurs méthodes, mais dans tous les cas, c'est du plus, en fait, ce qui vient. Mm. C'est-à-dire qu'on peut payer 20% une conciergerie ou on peut automatiser comme on l'a vu précédemment. En tous les cas, ça sera plus rentable, en fait. C'est juste qu'il y aura moins de cash flow additionnel si on délègue à une conciergerie la totalité de la gestion. Voilà, donc après, là, c'est juste le fait est que tu vas te retrouver avec quelques lots et après, tu fais comme je te demande dans la formation, tu fais les baux à distance, toi, en fait, de manière automatisée
Ça prend 15 minutes par bail, quoi. Donc, est-ce que tu peux passer un petit peu sur bon, ta situation? C'est bon. Donc, structure saine, dalle béton, grenier aménageable, structure qui te permet de faire la division, parce que bon, ça, du coup, c'est quand il faut affûter le regard, en fait. Voilà. Le terrain qui peut accueillir les places de parking, quartier calme, ça ressemble à ça. Une façade magnifique, un petit jardin, entrée. Alors, le truc, c'est qu'il y a du rafraîchissement sur la cuisine existante et du gros œuvre dans les divisions et dans les créations de surface, en fait. Mm. Donc, ce que là, qu'on nous disait, nous, on était dans les prix du marché. 5 appart, livraison, redistribution, les devis, les loyers, ça c'est ce qu'on a parlé. La renta, tac, tac, tac. Donc ça c'est ton équipe, enfin, du coup tes artisans. Le résumé, bon là, ça c'est le dossier bancaire. Le dossier bancaire. Du coup, ça c'est toi. Dossier de financement, tac, tac, tac. Et ça, bon, c'est les données de la ville pour rassurer le banquier sur ce qu'on fait. Et ça suit les pro. Ça, c'est l'estimation de mes. Ouais, de tes biens. Ouais. Mm. En suivant les recommandations de la formation, à combien tu valorises la revente? Parce que c'est ça le truc, c'est que tu gagnes à long terme sur du cash flow de manière sécurisée. Et la revente, tu l'estimes à combien? Une fois que les appartements sont créés, rénovés, meublés, etc. Bah alors, au niveau de la revente, à ce jour, je pense pas que je vais faire une plus-value. Je vais retomber sur mes pattes, on va dire. Bah, si, quand même. Après, c'est difficile Bah, d'estimer, mais après, tu estimes, il y a plusieurs manières d'estimer. Tu as le prix du marché. Et là, on a vu que tu respectes les prix du marché moyens, en moyenne. Donc, bah, c'est quand même, une fois rénové, c'est les prix moyens hauts, quand même. première méthode, donc d'aller chercher le haut du plafond. Et il était à combien le haut du plafond? À 2000, après, tu as certaines rues qui montent plus. En fait, ce qui est compliqué, entre guillemets, mais je pense que ça peut vraiment être une valeur ajoutée, c'est que dans ce quartier-là, il y a quasiment que des maisons. Donc, on ne peut pas comparer vraiment dans ce quartier-là d'appart ou d'immeuble. Bon, dans tous les cas, quand tu arrives avec des biens rénovés, propres, tu as deux options. Ou tu les revends à l'unité, et en faisant attention parce qu'il y a des conséquences, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi non plus, ou tu les revends en totalité. C'est dans les prix du marché. À 2000 euros, tu fais une petite plus-value. Et option numéro 2, tu peux le revendre à la rentabilité. C'est-à-dire que ça dégage, donc on a dit 2600 euros par mois. L'investisseur traditionnel, il veut 10% de rentabilité. Donc, tu te retrouves dans ton prix du marché amplement. Je pense que là, à ce jour, si admettons je devais le vendre, vu comment le marché est hyper tendu, il n'y a pas grand-chose, je pense que là, je le vendrais plus facilement à un investisseur plutôt qu'à la découpe. Bien sûr. À la découpe, je retomberais sur mes pattes ou je ferais une petite plus-value, mais un investisseur qui cherche pas forcément, parce qu'il y en a plein qui cherchent, qui ne se connaissent pas forcément et même si ça s'autofinance, ils prennent. Oui, tu le revends facilement si ça s'autofinance. Ou toi, là, à 10%, tu es dans ton coût de revient. Mais si tu le revends en donnant un coût de revient au futur acquéreur qui sera de 9, 8, 7%, du coup, tu gagnes beaucoup plus. Si tu peux essayer de donner 7% de rentabilité à un investisseur, et du coup, toi, tu fais beaucoup de marge. Donc là, tu y gagnes beaucoup plus. Et ça, tu peux le faire quand, encore une fois, tu as de la surface et des lots, etc. Sur un appartement, c'est pas pareil.
Du coup, pour une question de Raquel, est-ce que tu as fait des fausses annonces? Si oui, quel a été le retour? Oui, j'ai fait une fausse annonce. Le retour, c'était les 3 villes que j'avais sélectionnées, les retours, j'avais une dizaine, une quinzaine de demandes en 2 jours, à peu près. Mais j'ai aussi j'ai échangé avec des investisseurs sur des groupes qui investissent là-bas, qui ont déjà des biens, voilà, pour vérifier que ça se louait. Et si oui, à quel prix. Plus grosse difficulté, donc, c'était de trouver le bien. Là, tu en es maintenant à la signature de l'offre de prêt. Et du coup, ça va passer on va dire, là, en avril, tu vas signer l'offre de prêt, elle va être éditée, tu vas signer l'acte d'achat définitif. Mais ils attaquent les travaux. Non. Je pense que ça va plutôt être juillet, mais Pourquoi? j'ai signé le compromis début mars, donc l'acte authentique, je vais le signer, à mon avis. Ben, fin avril, tu vas signer l'acte authentique. Non, Ouais, pardon. Oui, non, tu vas signer en mars, tu vas signer en mai. En mai, donc mai, juin. En juin, tu vas attaquer c'est les ça. travaux. Tu vas attaquer les travaux. Ils estiment à combien de temps de travaux? 4 mois. C'est bien. Donc, Ils m'ont dit que sinon, c'était pas rentable pour eux. Donc, eux, faut que, selon leur entreprise, il faudrait que ça soit fait en 4 mois. Et du coup, ça, on l'a pas dit, mais donc ça, c'est sur 25 ans, sans apport. Sans Euh, apport. Pardon? le différé. Différé de 24 mois, oui. Donc, le différé, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire que la mensualité du crédit est payée au bout de 24 mois, en fait. Enfin, tu as fait différé total ou partiel? Non, c'est partiel. Partiel. Donc, tu vas payer que les intérêts, Et 400 euros de. Ouais, à 400 peine euros 400. d'intérêt, et le reste, ben, dès que dans 4 mois, on va dire, allez, 6 mois, les travaux sont finis, il te reste 18 mois dans lequel tu prends 2600 euros de cash net tous les mois. Mm. Et après, 600 en longue durée. En fait, c'est le genre de projet parfait. Enfin, moi, de ma perspective, c'est le genre de projet parfait. Pourquoi? Parce que tu fais du patrimoine, ça prend beaucoup plus de valeur dans ce que tu ajoutes qu'un simple appartement. Tu le revendras beaucoup plus cher. À court terme, tu fais du cash flow qui est sécurisé en longue durée. C'est une machine à cash, si tu le décides, grâce à la courte durée, grâce à la colocation. Tu gagnes sur tous les tableaux, en fait. Bon, au final, ça a pris un peu de temps pour le trouver, mais Oui, mais ça valait le coup. on a une question de Anna. On voit la population qui descend depuis 10 ans. Est-ce que tu as pris ça en compte dans les risques? Oui, j'avais vu. J'avais vu. Alors, depuis 10 ans, mais il y a eu une autre augmentation. Enfin, c'est c'est une ville, c'est une des principales villes de Bretagne. Et même si la population est descendue un petit peu, c'est. Enfin, je me fais pas de soucis par rapport à ça. Moi non plus. Même si la population descend, à partir du moment où les biens sont qualitatifs Mm. et que tu testes l'annonce, tu as 10 appels en 2 jours, c'est Ouais, ouais. Et puis enfin, il y a les hôpitaux, il y a quand même des grosses entreprises, des grosses usines autour. Il y a des étudiants, il y a 5000 étudiants et il y en aura quasiment 10 000 d'ici 5 ans. Voilà, à part grande malchance, pour moi, ça se louera. Enfin, c'est pas comme si la population baissait euh, sur un village de 1000 habitants, quoi. Là, on est sur une ville moyenne. Donc, bon, à part, je suis pas inquiète. Corinne qui nous dit la banque finance alors que l'enveloppe des travaux dépasse largement le prix du bien. C'est assez rare, Manon, à une banque facilitante. C'est dû à son profil, ses revenus qui ne sont pas dans une situation représentative pour tous. Obtenir 25 ans différés sans apport, bravo. En fait, c'est clair que c'est normalement, il faut respecter le 50-50 entre travaux et valeur de l'achat de l'immeuble. C'est aussi clair que pas tout le monde ne peut arriver à lever 300 000 euros avec plus de travaux que la valeur initiale de l'immeuble.
Le but, là, par rapport à ta question, Corinne, c'est que toi, tu définisses par rapport à ta situation, c'est quoi le projet qui te sera accordé. Et je t'assure qu'il y a des personnes qui gagnent le SMIC et qui arrivent à trouver, arrivent à se faire financer sur 25 ans avec différé, sans apport. Le différé, il n'a rien à voir avec la situation de la personne, il a à voir avec la situation de l'investissement. L'apport, c'est pareil, il se négocie. Plus important, Corinne, c'est que tu choisisses un bien et une stratégie en adéquation avec ton profil et pas risqué. Parce que si, Jérémy, il a dit tout à l'heure, et moi je fais que le répéter, c'est que si tu prends un projet qui est risqué, c'est-à-dire un appartement en courte durée qui s'autofinance tout juste en location longue durée, une grosse coloc où il y a 6 chambres, 4 salles de bain, c'est risqué. Il y a de la vacance locative, à la revente, qui sait qui va t'acheter ça? Les banquiers, ils le savent. Ils le savent et ils ne prennent pas de risques. Donc, le but, c'est que tu sécurises en fait un projet par rapport à ta situation. Et peut-être que si tu n'as pas la bonne situation, ben, il faut d'abord, avant de faire de l'immobilier, il vaut mieux que tu sécurises ta situation. Puis les banques, enfin, d'une banque à l'autre, les discours sont vraiment différents. Moi, j'ai ma banque qui ne me suit pas du tout. J'ai beau avoir un peu d'apport de côté, avoir des revenus qui sont plus que le SMIC, et, elle ne me suit pas. Elle ne me suit pas parce qu'elle trouve que c'est trop d'encours, en plus de mon appartement. Voilà, et puis il y a des banques qui suivent. Enfin, ça, faut faire plusieurs. J'en ai fait 7 banques. Et tu as eu 4 propositions. 7 banques, j'ai eu 2 refus, dont la mienne, et le reste, du coup, proposition. Ouais. 5 propositions. Combien sur 25 ans? Alors, celle-ci et une autre qui doit me revenir sur 25 ans aussi. Sur 25 ans, mais là, c'est le taux d'endettement qui bloque pour elle. Selon les normes H, je ne retiens jamais le nom. Ouais, voilà. Et du coup, elle est en train d'étudier pour faire deux prêts. Un prêt pour la maison, un prêt pour les travaux. Donc bon, je la laisse revenir vers moi pour qu'elle me fasse la proposition, mais la plus intéressante, c'est l'autre. Du coup, Charlotte qui nous dit, est-ce que tu refais l'isolation dans les travaux? L'isolation, pas toute l'isolation, non. Bah, après, les combles, ils vont être isolés. Parce que, Ah bah oui, les voilà. combles. Les combles, oui. Après, rez-de-chaussée et premier, certains pans de mur, oui, par l'intérieur, mais pas tous. L'isolation par l'extérieur, on n'en fait pas. Enfin, du moins, nous, on n'en fait pas. C'est pas rentable ce qu'on veut faire. Euh, Après, il y a des appartements ou des lots où ce qu'on fait, c'est effectivement, si le mur il est pas propre ou il est pas isolé, ben, on met des rails au sol, on met la laine de verre, on replaque. Et ça, à partir du moment où le mur est sain, il n'y a pas d'humidité, c'est très bien. On réisole à l'intérieur, on redouble en fait chaque pan de mur. Et même s'il faut le plafond, il est sous comble. Et après, ça se passe. L'isolation, c'est majoritairement nécessaire. Alors après, il peut y avoir des murs porteurs, etc., qui sont déjà, surtout dans l'ancien, si le mur, ils sont comme c'était fait avant, etc., c'est pas forcément obligatoire. Mais c'est sûr que ça ajoute, ça contribue au final au bien-être et à la sérénité de l'opération. Si ça répond à ta question, Charlotte. Du coup, bon, tu as pas mal de bravo, Manon. Merci. Ça m'arrête bien avec moins de surface, ça ne n'aimera pas autant de cash flow. Ben non, en fait, Corinne, tu peux très bien. Regarde Steven, l'exemple qu'il a donné tout à l'heure. Lui, il a acheté un appartement qu'il a divisé. Le truc, c'est que tu adaptes. Tu peux très bien avoir un appartement de, je sais pas, 70 mètres carrés et tu fais 2 lots de 30 mètres carrés. Tu vois, tu as 10 lots, tu as 10 mètres carrés de parties communes. Le but du jeu, c'est pas que tu partes sur des projets à 300 000 pour avoir 200 ou 150 mètres carrés de surface. Si
tu n'es pas finançable à ce niveau-là. Et puis même des immeubles, tu peux en trouver des immeubles à 100 000 et tu fais 50 000 euros de travaux. Il suffit que tu partes sur le bon projet, sur la bonne stratégie, dans la bonne ville, pas forcément à côté chez toi. On a du coup Assa qui nous demande, on parle beaucoup d'apport comme nécessité pour obtenir un prêt. À combien s'élève l'apport de façon générale? Alors Jérémy, tout à l'heure, il disait que la majeure partie de ses clients qui étaient accompagnés demander de l'apport ou pas la totalité. Bon, moi, j'ai jamais mis d'apport. Là, la preuve en est que ça passe encore sans apport. Je pense que c'est beaucoup plus difficile d'avoir effectivement des prêts, mais qu'il faut amener des bons projets, des projets adaptés aux banques et des projets sans risque. À partir du moment où il n'y a pas de risque, bah, le sans-apport continue. En fait, ils demandent de l'apport pour diminuer le risque, parce que si le risque d'encours est trop, pas d'encours, mais le risque du coût total du projet est trop élevé, s'il y a une revente, ils ne peuvent pas revendre rapidement au prix du marché. Donc, ils ne peuvent pas rembourser le crédit et donc ils y perdent. Donc, ils demandent un encours. Cet encours, si le projet n'est pas adapté et n'est pas assez rentable ou trop risqué, en moyenne, il est des frais de notaire. Mais ça, enfin, pour moi, parce que tu vois, pour mitiger ce que disait Jérémy tout à l'heure, c'est sûr que c'est plus difficile d'avoir du financement en 2021 que c'était le cas en 2015, en 2016, en 2017, en 2018, en 2019. C'est plus difficile parce qu'il y a plus de concurrence, il y a plus de contrôle, il y a plus de restrictions. Mais à partir du moment où tu fais des bons projets et que tu respectes les bases et les règles et que tu as un bon dossier et que ton projet est adapté à ton dossier, ben, tu coches les cases et il n'y a pas de raison qu'on te demande de l'apport. Nicolas qui nous dit quelles banques t'ont refusé les prêts? Ma banque, c'est Crédit Agricole. Après, c'est Crédit Agricole, mais moi, ici, à Saint-Malo. Après, si je vais faire un autre Crédit Agricole, peut-être qu'ils vont accepter. C'est parce que moi, c'est passé par Rennes, etc. Et puis, très honnêtement, je ne pense pas qu'ils se soient beaucoup foulés. Donc voilà. Et sinon, Crédit Mutuel. Mais pour l'anecdote, Crédit Mutuel, donc j'ai fait une banque qui m'a gardé 30 minutes en rendez-vous, sachant que pour présenter un projet comme ça, surtout quand on ne connaît pas le banquier, bon, ça dure à peu près 1h30. Donc elle m'a gardé 30 minutes, ça montrait déjà un petit peu le ton. Et du coup, c'est moi qui ai relancé au bout de quelques semaines, parce qu'elle ne m'avait pas fait de retour, évidemment. Et elle m'a dit non, on ne vous suit pas. Donc voilà, pas plus d'explications. Enfin voilà. Et j'ai fait un autre crédit mutuel à 5 minutes de route. Et c'est elle qui est en train d'étudier sur 25 ans, sans apport. Ouais, c'est dingue parce que c'est les mêmes succursales, les mêmes chaînes vont En avoir. fait, il y a plus de. Enfin, il faut vraiment. C'est pas la banque, c'est le banquier. Ouais, c'est clair. C'est le temps qu'il a par rapport à ses objectifs, à son envie, son À humeur, son pouvoir de décision aussi. son pouvoir de. Oui, oui, clairement. Donc, ça change d'une région à l'autre, d'une banque à l'autre, d'un patron à l'autre. Donc, pour ça, il faut pas s'arrêter tant qu'on n'a pas tout fait. Et tant qu'on a le temps. Parce que le but, c'est qu'après, ok, tu retardes la vente, mais tant que le vendeur te laisse la retarder, ben, il faut continuer. Mm. Non, je pense Euh, qu'il ne faut pas se prendre trop la tête avant. non, Enfin, il faut définir son budget, évidemment. Je ne serais pas partie sur un projet à 600 000 euros. Définir plus ou moins son budget. Mais après, la banque, vous verrez quand ça sera le moment de trouver le financement. Et s'il faut faire 10 ou 20 banques, bah, vous faites 10 ou 20 banques et vous trouverez le financement. carrément. Le financement, pour moi, c'est jamais un problème. À partir du moment où, C'est en adéquation, quoi. en adéquation avec le profil de la personne et un projet sans risque, rentable, bien fait. On a Raquel qui te demande est-ce que les banques, c'est toi qui les as faites ou c'est un courtier est-ce que c'est un courtier qui aurait pu t'aider? Qu'est-ce que tu penses du courtier? Non, c'est moi parce qu'un courtier, enfin, enfin, c'est mon projet, c'est moi qui sais en parler, c'est pas un courtier. Enfin, bon, après, moi, je fais difficilement confiance, mais là, par exemple, le Crédit Agricole, ben, c'est la dame que j'ai vue, c'est une autre dame c'est même pas cette dame-là qui a envoyé le dossier à Rennes
au bureau d'études, de financement ou de je ne sais quoi, de crédit, bah, c'est pas pareil. Enfin, il n'y a rien qui vaut vous aller voir directement la personne qui a le pouvoir de décision, quoi. Ou au pire, son responsable, mais qui est dans la même agence, quoi. Il n'y a personne d'autre Un mieux que courtier, vous qui fera le job mieux que vous. Le courtier, c'est une société de facilitation. Il ne va pas se battre pour du 25 ans. Il ne va pas se battre pour du sans-apport. Il va vous dire, bon, vous êtes finançable, voilà les conditions. Au mieux, vous avez 2 offres qu'il a envoyées à 4 agences, ça s'arrête là. Il ne va pas perdre le temps. Le courtier, il est payé la commission. Donc, il ne va pas perdre des heures à se battre pour vous. Il va aller défendre des dossiers faciles qu'il envoie à des banques pour des personnes qui achètent des résidences principales. Clé en main, ça passe comme des lettres à la poste. Ils y passent plus de temps. Et c'est la même chose pour le chasseur, c'est la même chose pour la société de clé en main qui vous le fait. Il n'y a personne d'autre mieux que vous qui pourra avoir le meilleur projet pour vous, en fait. Et c'est pour tout dans la vie. Après, ce n'est pas forcément pour tout le monde. Ça peut être totalement acceptable et positif de le déléguer si vous n'avez pas de temps, pas envie de le faire ou si vous ne cherchez pas le meilleur du cash flow. Et il faut à manger pour tout le monde. Le but, c'est d'identifier ce que vous voulez. Mais il est idéaliste de croire que le courtier va se battre pour avoir du 25 ans avec des conditions idéales pour vous. Il ne va pas se battre pour vous, le gars. Il va faire en sorte d'y passer le moins de temps et que vous ayez quelque chose pour que lui, il ait sa commission. Puis après, oui, et puis il va dire ce qu'il veut, et du coup, enfin, moi, ça floute, en fait. Par exemple, s'il va peut-être pas se décarcasser pour trouver du 25 ans, et puis il va vous mettre dans la tête que c'est impossible. Donc, au bout d'un moment, et ça, c'est pareil avec les chasseurs. Alors, moi, j'avais signé 2 mandats non exclusifs. Ah, enfin, franchement, ils m'ont pompé mon énergie, quoi. Alors, je veux pas tous les mettre dans le même panier, hein, pas du tout, mais voilà, quoi. J'ai refusé un projet, passé 3/4 d'heure au téléphone parce qu'on se comprenait pas et comprenait pas pourquoi ça m'intéressait pas, quoi. Donc, bon, des fois, c'est aussi un gain d'énergie de faire par soi-même. Ben, voilà, et de comprendre comment ça marche et de pouvoir. On en revient, est-ce qu'on veut optimiser son temps si on n'a pas le temps? En fait, le truc, pour moi, ce qui fait la différence, c'est pourquoi vous faites les choses et de le faire par soi-même. On optimise chaque étape et il n'y a personne d'autre mieux que vous qui le fera. Après, ça sous-entend que, dis-moi si je me trompe maintenant, mais que c'est ce projet-là, à ce moment de ta vie, c'était ta priorité. Ah oui, oui, clairement. On Clairement. peut pas on peut pas courir 2 lièvres à la fois. Si la priorité c'est le job de salariat, ben, vaut mieux sous-traiter le truc. Parce que sinon, vous allez faire un burn-out, vous allez acheter n'importe quoi. Voilà, vous sous-traitez le truc et vous ne cramerez pas la vie. Vous sous-traitez à un chasseur ou à une entreprise de clé en main. Maintenant, mais ça, ben, voilà, c'est pas optimisé. Après, si la priorité, c'est pas le job, et c'est d'aller vers plus de liberté, vers plus de temps, plus d'enrichissement, plus d'intelligence financière, ben, le job, comme on vous l'a dit, hein, Jérémy, moi, tout le monde, on se fait créer des fausses réunions, on se rend malade, on prend des RTT, on prend des congés, on va faire des visites quand c'est nécessaire. Excusez-moi, j'ai une question. Bien sûr. Il y a quelque chose qui me dérange un peu dans le discours. Je pense que je suis complètement à contre-courant. J'adore mon travail, et vraiment, je l'adore. J'ai l'impression, en fait, dans les discours que j'entends depuis ce matin, qu'il faut presque choisir entre son travail et l'investissement locatif. Je n'ai pas envie de faire ce choix, en fait, et je ne sais pas si d'autres personnes sont comme moi. Est-ce qu'on peut, moi, je le vois en fait comme en fait, c'est devenu une passion un peu l'immobilier. Oui, j'ai envie d'y mettre du temps, j'ai envie d'y mettre de l'énergie, j'ai envie de réussir, mais j'ai pas envie à côté de ça de me dire que je le fais parce que mon travail ne me plaît pas ou parce que. Mais tu as tout à fait raison de relever le point. Et en fait, tout dépend de où tu veux poser le curseur, en fait. C'est-à-dire que si tu aimes ton job, tu n'as pas forcément besoin de chercher le maximum de rentabilité pour vivre de cette activité-là.
Et du coup, Oui, ce oui. sera beaucoup plus facile pour toi d'investir dans l'immobilier. Parce que pour aller chercher plus de rentabilité, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il faut faire beaucoup plus de concessions. Il n'y a pas de bien ou de pas bien. Le but, c'est si toi, tu aimes ton job et tu te projettes dans cette activité-là pendant les 5, 10 ou je sais pas, 15 prochaines années, ben, c'est totalement honorable et tu peux ou faire toi des projets un peu plus faciles qui vont dégager 5% de rentabilité et c'est totalement bien et honorable. Mais du coup, tu sais que ça ne va pas dégager du cash flow. Euh, ou tu peux même te dire, je ne le fais pas moi, je le sous-traite à quelqu'un, il va le faire pour moi, ça va me rapporter 3-4% de rentabilité, c'est toujours mieux que le PEA à la banque. Et du coup, tu fais du capital et tu mets des locataires et le locataire te rembourse le prêt et dans X années, tu récupéreras de l'argent. C'est totalement OK à partir du moment où tu es OK de rester à travailler en tant que salarié ou que tu veux, ou du moins, ou peut-être que tu as d'autres projets de créer une entreprise, d'avoir d'autres sources de revenus, mais pas que tu veux utiliser cet argent des investissements immobiliers pour vivre et pour manger, en fait. Si tu veux utiliser cet argent-là, il va falloir aller chercher plus de rentabilité. Et c'est comme dans un match de foot ou dans un match de boxe ou quoi, c'est celui qui a le plus d'énergie, le plus de niaque qui arrivera à faire les meilleurs investissements à un moment T. Après, tu vois, ça peut être aussi, troisième option, c'est que pendant 3-4 mois, la personne se dit, bon, là, je mets le focus sur les investissements immobiliers et après, je retourne mettre le focus sur mon job. D'accord. Mais il n'y a pas de bon ou pas bon. C'est que tu identifies déjà dans le discours, toi, ce que tu veux faire. Et si tu dis que tu aimes ton job, eh ben, deux solutions. C'est ou pendant quelques mois, tu mets le focus pour aller chercher de la rentabilité, ok, ou tu acceptes de chercher moins de rentabilité que ce que tu peux voir dans les investissements immobiliers sur Internet, etc. Et tu reviens à des investissements plus qui sont au mieux, tu vois, le minimum, c'est que ça s'autofinance. Il ne faut pas que ça te coûte de l'argent. Tu fais un truc qui s'autofinance et les locataires vont te rembourser le crédit. Et toi, du coup, tu fais de l'argent à long terme. Et tu t'enrichis quand même. D'accord. Après, tout dépend le temps que te prend ton travail actuel aussi, hein. Bien sûr. Et, et le temps que tu as envie de consacrer, parce que tu peux très bien te former et faire les choses très tard le soir. Enfin, tout dépend. Chaque situation est particulière, en fait. Oui. En fait, ton exemple, voilà, j'avais l'impression qu'il fallait tout faire un peu vite. C'est vrai, bon, bah, ça t'a pris 1 an, mais ça me paraît complètement logique et normal. Donc, oui, mon travail me prend du temps et puis en plus avec la crise sanitaire encore plus. Mais j'ai la chance d'être cadre dirigeant, donc d'organiser aussi mon planning comme je veux. Donc ça me Oui. voilà. Mais si ça te nourrit, si ça t'enrichit à l'instant T, il n'y a aucun mal à faire différemment et à prendre ton temps, te former, investir quand tu es prête, au niveau de rentabilité que tu décides toi. Voilà, il ne faut pas copier. Il faut faire ce que toi tu aimes par rapport à tes objectifs. Le plus important, c'est que tu te poses les questions pour savoir toi, c'est quoi tes objectifs et sous quelle durée de temps et d'avancer pour les mettre en place. D'accord. Mais c'est personnel. Il ne faut pas copier à droite ou à gauche ce qu'on voit et ce qu'on entend partout parce qu'on ne sait pas la vérité de qu'est-ce qu'il y a derrière en fait de ces investissements-là, etc. Chaque vie est différente, hein, et faut juste t'adapter en fonction de toi, quoi. Du coup, Merci. on finit les questions et après on a Damien qui nous parle d'immeubles pour le coup. Après on va parler gestion. Après on va parler enchères immobilières. Donc on a encore du boulot. On a du coup Yann qui nous parlait isolation entre les appartements dans une maison. Prévois-tu des travaux d'isolation entre les appartements de même étage? Combien tu comptes sur une telle isolation? J'ai le cas sur mon cas de Perpignan. Ouais. Isolation Oui. entre les appartes, ben, du coup, ça, c'est les cloisons SAD, en fait, entre les appartes.
Donc ça, tu as tous les budgets, Yann, dans les budgets qu'on te donne. Comme tu dis, une totalisation des appartements de même étage. C'est ça, de même étage, c'est les cloisons SAD avec les budgets que… Ouais, j'ai eu le cas sur Perpignan. En fait, je me posais la question si Manon, si vous le faisiez tout le temps, en fait, Ah, parce t'es qu'effectivement, obligé, sur entre Perpignan, les c'est apparts, pas isolé, Oui. les résidences sont pas prévues pour. entre les apparts, c'est les budgets que tu as dans la formation qui sont de division avec les cloisons SAD. Ouais, Tu ne peux pas mettre du placo, du simple placo entre des apparts. ouais, donc c'est bien ce que j'ai vu. Donc tu confirmes, ouais, effectivement. Et Manon, tu as prévu ça aussi, du coup. Oui, oui, D'accord. oui. ouais. Du coup, Florence, tu nous dis pour les rendez-vous à la banque, tu as pris rendez-vous directement avec le directeur d'agence pour avoir une réponse plus rapide, du coup, ou le banquier que la banque te propose. J'ai toujours fait par recommandation, entre guillemets. J'ai essayé de creuser qui était plus spécialisé dans la gestion des investissements, ou ça pouvait aussi être, j'ai rencontré un directeur d'agence, au Crédit Mutuel, c'est une conseillère qui fait que les investissements immobiliers. Voilà. Sinon, il y en a une autre, c'est une cliente. Voilà, qu'il faut creuser. Ouais, les relations, ça revient toujours au cœur du truc. C'est ça qui facilite énormément les échanges et qui ouvre des opportunités. Relation. Et dernière question de Corinne qui te demande, selon donc les estimations de revenus de cet investissement, est-ce que tu es plus en SCI à l'IS, en LMNP, en LMP? LMNP. Voilà. Est-ce que du coup, pour terminer, maintenant, tu as un conseil, une recommandation à communiquer aux personnes qui veulent investir, peu importe la stratégie ou la localisation ou le budget, mais une astuce, un conseil, un mot de la fin pour toi? Le mot de la fin, c'est surtout déjà vous poser et savoir, enfin, arrêter enfin, moi, je sais que je suis passée par là, je me suis trop polluée à regarder sur les réseaux sociaux, à me comparer, à me dire c'est mieux ci, c'est mieux ça. C'est vraiment définir vous ce que vous voulez, pourquoi vous voulez le faire. Et quand ça, déjà, ça sera bien clair, et ben, c'est appliquer, enfin, vous former, appliquer la méthode et persévérer. Persévérer et travailler sur vos croyances, etc., comme on a pu le voir ce matin. Et après, ça suit, quoi. Après, ça suit, c'est pas facile, c'est du temps. Moi aussi, il y a des moments où j'ai peur, où je me pose des questions, etc., mais c'est persévérer. Moi, je rajouterais une qualité que tu as eue et que j'ai pu voir durant les mois qu'on a passé ensemble, c'est le focus. Tu es resté super focus. Mm. Tu sais ce que tu veux. Et voilà, la question, c'est quand est-ce que ça arrive, c'est tout. C'est ça. Et après, du coup, ça marche. Et du coup, Corinne, non, 23 000 euros, c'est pas du LMP parce qu'il y a deux conditions pour être LMP, c'est 23 000 euros et plus que les autres revenus du salaire, ce qui n'est pas le cas là. Voilà, ben, Manon, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as Avec si les gens veulent te contacter ou quoi, bon, n'hésite oui, pas, oui. tu peux mettre tes coordonnées s'ils ont des questions ou quoi que ce soit. Sinon, il n'y a pas de souci. Sinon, écrivez-moi, je vous contacterai, je demanderai à Manon si elle veut bien. Bref, comme tu le sens. Merci beaucoup, Manon. Avec plaisir.